Nous étions fin février 1965. Sandrine venait de naître. Il devenait nécessaire de trouver une solution pour éviter que Joliane ne tombe à nouveau enceinte. Il y avait bien la méthode Ogino, mais le bruit courait que le taux d'échec était important. Il fallait trouver un moyen plus sécurisant. La pilule n'était pas encore autorisée. Elle ne le sera qu'à partir de 1967. J'avais entendu parler du planning familial qui proposait différents procédés en expliquant leurs avantages et leurs inconvénients. Je mis du temps à décider Joliane à aller les rencontrer. Quand elle accepta enfin, je pris rendez-vous avec le secrétariat de l'antenne départementale. Elle se situait à Étré, près de La Rochelle. Nous fûmes reçus par deux dames d'un âge respectable. Après nous avoir questionnés sur notre motivation, elles prirent le temps de nous décrire les différentes possibilités qui s'offraient à nous. L'une de ces méthodes nous sembla la plus sûre, mais elle avait aussi ses contraintes. Il s'agissait d'un diaphragme et d'un gel spermicide qu'il fallait mettre en place avant tout rapport. Il fallait également apprendre à bien poser le diaphragme de façon à s'assurer que celui-ci remplisse sa mission de protection. Le côté peu agréable, c'est qu'il fallait soit interrompre les débats amoureux pour mettre en place le dit diaphragme, ce qui n'était pas l'idéal, soit le mettre avant le coucher, mais là, aussi, il y avait un aspect non spontané qui n'était pas glamour. Seconde contrainte, le matériel, diaphragme et tube de gel, n'était pas en vente en France. La loi l'interdisait. Il fallut les commander en Angleterre. Le problème du paiement résolu, nous finîmes par les recevoir par la poste. Les colis étaient emballés de façon discrète. Aucune indication ou publicité n'était visible. Seule l'adresse de la firme anglaise et l'adresse de livraison étaient visibles. C'était important. À l'époque, nous n'étions pas libérés comme aujourd'hui, et il y avait toujours la crainte des commérages. Cette solution, bien qu'imparfaite, nous permit cependant d'éloigner la crainte d'une grossesse non désirée. À la fin du congé de maternité, la garde de Sandrine fut confiée à ma mère. Joliane put donc reprendre sa classe en toute confiance. Ma mère semblait ravie de s'occuper de sa petite fille, et cela nous facilitait grandement la tâche. Chaque matin, je descendais le Couffin aux Rivières et le soir, je reprenais la voiture pour faire le trajet inverse. Joliane était toujours aussi lente dans la préparation de sa classe. J'avais beau la dissuader de tout préparer dans le détail, elle n'arrivait pas à se discipliner. Je l'aidais de mon mieux, allant jusqu'à lui fabriquer du matériel pédagogique en carton pour qu'elle puisse intéresser les petits de la classe enfantine pendant qu'elle s'occupait des grands du cours préparatoire. Je pris aussi pour habitude de lui polycopier des petits exercices de lecture à l'intention des CP comme ceux que j'utilisais lorsque j'enseignais quelques années auparavant en classe unique à l'école du GIC ou de Bazauges. Malgré l'aide que ma mère et moi-même pouvions lui apporter, je voyais bien que Joliane était débordée. Aussi, je lui proposai de la faire aider dans les travaux ménagers. Il y avait à Beauvais une dame d'une cinquantaine d'années qui allait chez différents notables pour y exercer un emploi de femme de ménage. Elle s'appelait Madame Delage. Elle avait une excellente réputation. Elle avait travaillé précédemment pour les directeurs d'écoles successifs, les Ducuin, puis les Paulet. Elle allait également faire des ménages dans différentes maisons, chez le docteur Favreau, à la boucherie No, à la pharmacie Joubert ou à la quincaillerie Delfaux. Contactée, elle fut ravie de reprendre du service dans la maison des instituteurs. Cela faisait partie de son domaine réservé. Elle se révéla être une employée particulièrement efficace. Nous la prenions 2 fois par semaine durant 1h30 le matin. Nous n'avions pas pu lui demander davantage de présence. Le reste du temps, elle était employée dans d'autres familles. En 1h30, elle faisait un travail qu'une autre employée aurait mis 3 heures à effectuer pour un résultat qui n'aurait peut-être pas été aussi parfait.
Nous aurons l'occasion, plus tard, de le vérifier dans d'autres lieux. Nous allions la garder à notre service durant plusieurs années, jusqu'à la naissance de notre deuxième fille. Un jour nous eûmes la surprise de voir à la porte de notre domicile une personne qui se présenta comme étant un inspecteur du travail. « Employez-vous madame Delage comme femme de ménage ?» Nous avons répondu affirmativement. « Combien d'heures et quel jour de la semaine cette dame vient-elle travailler à votre domicile ?» Après avoir reçu les réponses à ces nouvelles questions, ce monsieur nous demanda de lui montrer le double des feuilles de paie de notre employé de maison. Lorsqu'il les eut regardées, il nous dit « C'est bien, vous avez correctement déclaré les heures travaillées. Cependant, à l'avenir, vous devrez modifier le tarif horaire et l'augmenter de 20 centimes, car vous êtes en dessous du tarif légal. » Nous lui avons dit que, ne sachant pas quel était le taux horaire, nous avions donné à notre employé le salaire qu'elle nous avait demandé. Nous avons continué la discussion avec l'inspecteur. Nous avons appris que depuis une semaine, il observait les allées et venues de madame Delage. Il avait ainsi pu se rendre compte que certains employeurs étaient en défaut, soit parce qu'ils ne déclaraient qu'une partie des heures effectuées, soit parce qu'ils ne déclaraient rien. Des redressements, avec de lourdes pénalités, allaient sanctionner les fautifs. Il ne nous révéla pas le nom des familles mises à l'amende, mais comme les nouvelles vont vite dans un petit bourg, comme Beauvais, nous avons su quelque temps après que nous étions les seuls à ne pas avoir été pénalisés. Les plus durement frappés furent les Delfaux, qui avaient tout simplement omis de la déclarer. Madame Delage s'était fait une spécialité de ne travailler que chez les personnes que l'on appelait les notables. Cela nous faisait tout drôle d'être catalogués ainsi. Mais il fallait se faire une raison. Cela avait par contre une incidence quant à la fréquentation de certains commerces. La commune de Beauvais-sur-Matha ne comptait guère que 700 habitants environ. Elle avait été autrefois un chef-lieu de canton, mais elle avait perdu ce statut à l'époque de Napoléon, suite à une sombre histoire de rébellion administrative. Elle avait gardé de cette époque une activité commerciale importante qui tendait néanmoins à diminuer au fil des ans. À l'époque où je fréquentais l'école comme élève, dans les années 50, le bourg ne comptait pas moins de 5 épiceries, une marchande de poissons, 2 boulangers, 3 charcutiers, 2 bouchers, 2 docteurs, une pharmacie, un marchand de cycles, une quincaillerie et de nombreux artisans, un peintre, plusieurs maçons, 3 mécaniciens, un électricien, une gendarmerie et une perception. Dans les années 60, le nombre de magasins était à peu près le même. Il n'y avait plus que 2 charcuteries et la poissonnerie n'existait plus. Pour le reste, mis à part la gendarmerie qui était fermée, le tissu commercial était toujours aussi dense. Un pâtissier était également venu s'installer, ainsi qu'un marchand de journaux et de bibelots. Ce qui nous posa souci, c'est que certains magasins s'étaient répartis la clientèle. C'était le cas des 2 boucheries. La boucherie No servait certains notables. La boucherie Vicard en servait d'autres. Nous en fîmes l'amère expérience. Ce que nous ne savions pas, c'est que le directeur de l'école faisait partie de la clientèle de la maison No. Lorsque Joliane alla pour la première fois à la boucherie Vicard, elle fut reçue et servie d'une façon telle qu'elle comprit que nous n'étions pas les bienvenus dans cette boutique. Nous avons donc pris l'habitude de nous servir à la boucherie No, jusqu'au jour où Joliane, ayant demandé à la bouchère de lui servir une escalope de veau, elle fut très étonnée de voir madame No lui découper une pièce de viande contenant un os. Malgré son habituelle timidité, ma femme réagit et lui dit « Je ne savais pas qu'une escalope contenait des os. » La bouchère devint toute rouge et lui rétorqua « Oh, mais les escalopes sans os, c'est plus cher !» Et elle lui servit le morceau que Joliane lui demandait. À partir de ce jour, nous avons cessé de nous faire servir par les bouchers de Beauvais-sur-Matha. Aujourd'hui, à l'heure où j'écris ces lignes, le bourg compte toujours à peu près le même nombre d'habitants, mais il n'y a plus qu'une seule épicerie, le magasin Coop, et un seul boulanger. Les charcuteries et les boucheries ont fermé. Il n'y a plus qu'un seul mécanicien. Le commerce s'est déplacé vers le chef-lieu de canton. Matha compte désormais 3 supermarchés, et les habitants de Beauvais prennent leur véhicule pour aller faire leurs courses.